Que feriez-vous si vous héritiez de l'une des plus grandes fortunes de l'histoire de l'humanité? Passeriez-vous votre vie à voyager ou à faire la fête? Peut-être tenteriez-vous de tout donner à des œuvres de charité? Ou peut-être commenceriez-vous à acheter des équipes sportives, voire des ligues entières, et à construire des mégapoles impossibles dans le désert? Voici Mohammed Ben Salman. Il est l'héritier du trône d'Arabie Saoudite, mais malgré cela, il est déjà l'homme le plus puissant du pays. Depuis qu'il a été nommé prince héritier en 2017, il s'est attelé à transformer l'Arabie Saoudite et à modifier fondamentalement la géopolitique du Moyen-Orient. Et comme vous allez le voir, il ne fait que commencer. C'est une histoire d'intrigue politique dans un pays où les mégapoles du futur rivalisent avec les sites les plus sacrés de l'islam. C'est aussi l'histoire d'un homme impulsif avec une vision, qui brise toutes les règles pour obtenir ce qu'il veut. Voici l'histoire du prince héritier Mohammed Ben Salman. Jusqu'en 2015, Mohammed Ben Salman, que j'appellerai aussi MBS dans cette vidéo, menait une vie plutôt typique pour un millénaire. Il n'avait pas de travail, jouait beaucoup aux jeux vidéo, et sa famille s'inquiétait probablement pour lui. Mais sa vie était tout sauf typique. Sa famille régnait sur l'Arabie Saoudite d'une main de fer. Pourtant, Mohammed n'était pas vraiment sur le radar des diplomates étrangers. Tout cela a changé le 23 janvier 2015, lorsque l'oncle de MBS, le roi Abdallah, est décédé. La mort du roi Abdallah a suscité de nouvelles inquiétudes sur l'avenir du Moyen-Orient. Son successeur, le roi Salman, le père de MBS, était déjà prince héritier. Tous les rois d'Arabie Saoudite ont appartenu à la même famille, les Saouds. Le patriarche de la famille, Abdulaziz bin Abdulrahman al-Saoud, mieux connu sous le nom d'Ibn Saoud, a capturé la ville de Riyad lors d'un raid audacieux au début de 1902. Après 30 ans de conflits et de conquêtes, y compris entre les empires britanniques et ottomans, il a établi le royaume d'Arabie Saoudite avec Riyad comme capitale en 1932. La dynastie Saoud est une réalité centrale de la vie en Arabie Saoudite. Non seulement tous les rois ont appartenu à la même famille, mais les 6 qui ont suivi Ibn Saoud ont tous été ses fils. Bien qu'il n'ait jamais eu à se soucier des élections, Salman est monté sur le trône à un moment quelque peu délicat pour l'Arabie Saoudite. La première moitié des années 2010 n'a pas été favorable pour le pays. En 2010, le président américain Barack Obama a décidé de se détourner du Moyen-Orient et de se concentrer sur l'Asie dans le cadre d'un rééquilibrage stratégique vers une région qui devait être l'épicentre des affaires mondiales les plus importantes du XXIe siècle. Le pivot vers l'Asie n'était pas vraiment une surprise après 2 guerres en Irak et en Afghanistan qui avaient épuisé les ressources des États-Unis. Mais cela a tout de même été un changement inconfortable pour les Saoudiens, qui avaient historiquement compté sur les États-Unis pour leurs préoccupations en matière de sécurité. Pourquoi les États-Unis étaient-ils un allié si fiable et un garant de la sécurité pour l'Arabie Saoudite? En un mot, le pétrole. Depuis que le puits de pétrole Dammam numéro 7 a commencé à produire en quantité commerciale, le pays s'est construit sur cette ressource. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite abrite les plus grandes réserves de pétrole conventionnel, le plus grand champ pétrolifère, la plus grande installation de traitement de pétrole, le plus grand pipeline, la plus grande plateforme de chargement, et pendant presque toute la guerre froide, elle a été le plus grand producteur et exportateur de pétrole au monde. Des quantités inimaginables de pétrole saoudien alimentant des voitures, des avions et des usines ont aidé les États-Unis à devenir une superpuissance après la Seconde Guerre mondiale. Le flot de pétrole était si vaste et ses effets si profonds qu'il a rendu l'alliance américano-saoudienne assez forte pour survivre à la révélation que 15 des 19 pirates de l'ère du 11 septembre 2001 étaient saoudiens. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, l'alliance avec les États-Unis l'a aidé à augmenter son pouvoir et son influence à un moment où de nombreuses puissances traditionnelles, notamment l'Égypte et l'Iran, perdaient leur influence. Cependant, les États-Unis allaient bientôt faire leur propre découverte géologique substantielle, une découverte qui allait transformer à jamais le calcul de cette alliance, la découverte d'une vaste réserve de pétrole emprisonnée dans la roche de schiste et le développement de la technologie nécessaire pour l'extraire ont transformé les États-Unis en le plus grand producteur mondial. L'autosuffisance énergétique est passée d'un rêve à une réalité et a soulevé une question inconfortable. Si les États-Unis n'avaient plus besoin de pétrole, avaient-ils vraiment besoin de l'Arabie Saoudite? Le déclenchement des soulèvements du printemps arabe à travers le Moyen-Orient a été un coup de semonce pour la famille royale saoudienne. Leur emprise sur le pouvoir n'a jamais été menacée,
mais c'était un signe que les gens commençaient à remettre en question le contrat social de stabilité sans démocratie qui avait longtemps prévalu dans de nombreux pays arabes. Et puis, les choses ont empiré. Aujourd'hui, après 2 ans de négociations, les États-Unis, avec leurs partenaires internationaux, ont réalisé quelque chose que des décennies d'hostilité n'avaient pas réussi à obtenir, un accord global à long terme avec l'Iran qui l'empêchera d'obtenir une arme nucléaire. L'annonce du président Obama d'un accord nucléaire avec l'Iran a été perçue comme un coup diplomatique par la classe technocratique internationale. Pour eux, la satisfaction que le régime iranien serait empêché d'obtenir des armes nucléaires était compensée par la connaissance qu'il négociait d'égal à égal avec les États-Unis. Dire que l'Iran et l'Arabie saoudite ne sont pas amis serait un euphémisme. La famille royale saoudienne adhère à une forme puritaine de l'islam sunnite appelée salafisme, ou autrement connu sous le nom de wahhabisme, qui insiste sur l'adoration monothéiste pure. Le régime iranien, quant à lui, pratique l'islam chiite. La rivalité entre sunnites et chiites remonte au prophète Mohammed et, bien qu'il n'y ait pas de temps pour un examen approfondi des nuances, il suffit de dire que c'est une affaire importante. La deuxième raison pour laquelle l'Arabie saoudite et l'Iran ne s'entendent pas est l'énergie. Non seulement les deux pays sont de grands exportateurs de pétrole et de gaz, mais ils ont aussi des priorités différentes. L'Arabie saoudite a de plus grandes réserves et une plus petite population. Historiquement, ses dirigeants ont été heureux d'adopter une vision à long terme des choses et de privilégier la stabilité des prix sur le marché pétrolier, même si cela signifiait des profits plus faibles à court terme. L'Iran, en revanche, veut que les prix du pétrole soient aussi élevés que possible. Les sanctions ont paralysé son économie et entraîné des troubles sociaux. Ainsi, malgré leur appartenance au cartel pétrolier de l'OPEP avec l'Arabie saoudite, les dirigeants iraniens bafouent souvent leur politique pour optimiser leur économie locale. L'énergie et la religion sont liés au troisième et plus important facteur qui alimente la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, leur lutte continue pour la suprématie régionale. Les deux pays se sont retrouvés du côté opposé de presque tous les conflits. Depuis des décennies, les conflits entre l'Arabie saoudite et l'Iran ont été constants au Moyen-Orient, ajoutés à l'alliance de l'Arabie saoudite avec les États-Unis et celle de l'Iran avec la Russie. On obtient quelque chose qui ressemble à une guerre froide dans le désert brûlant. En résumé, l'Arabie saoudite et le roi Salman faisaient face à un ensemble énorme de défis. Une des premières actions du roi Salman fut de nommer son 7e fils, Mohammed, comme ministre de la Défense. MBS n'avait même pas 30 ans, par les standards gérontocratiques de la politique saoudienne, il était un bébé. Il avait l'impulsivité de quelqu'un qui n'avait pas encore été confronté aux réalités complexes de la géopolitique. Alors qu'il devenait ministre de la Défense, une guerre civile au Yémen avait escaladé au point où les rebelles Houthis avaient pris la capitale. Les Houthis étaient soutenus par l'Iran et la dernière chose que voulait l'Arabie saoudite était un État client iranien à sa frontière sud. MBS a réagi rapidement en mobilisant une coalition principalement composée de pays du Golfe, soutenue par les États-Unis, pour bombarder les Houthis, imposer un blocus naval et déployer des forces terrestres au Yémen. Il s'attendait à une victoire rapide, mais lorsqu'elle a échoué, il n'a pas été découragé de poursuivre d'autres objectifs de politique étrangère. Après l'intervention de la Russie dans la guerre civile syrienne en 2015, MBS a veillé à ce que l'Arabie saoudite augmente son soutien aux rebelles combattants contre Bachar al-Assad, notamment en soutenant la création d'une coalition islamiste sunnite. L'escalade agressive des deux conflits a eu d'énormes implications humanitaires. Les actions de MBS ont été remarquées tant par les dirigeants du pays que par ses rivaux. En janvier 2016, des foules ont pris d'assaut l'ambassade et le consulat saoudien en Iran en réponse à l'exécution massive par l'Arabie saoudite de 47 prisonniers, dont un influent clerc chiite qui avait appelé à des élections libres. Les manifestants ont crié « Mort à Al-Saoud », lancé des cocktails Molotov et envahi le complexe. En réponse, l'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, marquant une détérioration dangereuse de ce qui était déjà une relation tendue. Mais le roi Salman adorait cela. Là où certains voyaient les actions de son fils comme maladroites et imprudentes, il les voyait comme audacieuses et décisives. Bien que protégés de toute élection populaire, les dirigeants saoudiens comprennent les défis systémiques auxquels le royaume est confronté. Comme beaucoup de choses en Arabie saoudite, cela se résume au pétrole. Si la dynastie Saoud est le fait central de la vie politique en Arabie saoudite, alors le pétrole est le fait central de la vie économique.
Il a fourni à l'Arabie Saoudite et aux hommes qui la dirigent des richesses inimaginables tout en permettant au pays de jouer un rôle diplomatique bien au-delà de son poids. Cependant, le pétrole a également étouffé la capacité de la société civile et de l'État. Il représente 92% du budget saoudien et occupe tout l'espace. Tant d'argent est dépensé en exonération fiscale et en subventions pour les citoyens saoudiens que beaucoup ne travaillent même pas. Ceux qui travaillent occupent des emplois bien rémunérés mais sans grande responsabilité, et parfois cet ennui peut se transformer en extrémisme religieux. La bureaucratie et l'armée du pays sont faibles et de vastes pans du travail productif sont accomplis par des millions de travailleurs invités. Les Américains et les Européens sont amenés pour accomplir des tâches hautement qualifiées, tandis que les travailleurs moyennement qualifiés et non qualifiés viennent principalement d'Asie du Sud, d'Afrique et des Philippines. Pour avoir une idée de la distorsion de l'économie saoudienne, considérez ceci, l'industrie du tourisme religieux emploie environ 1 million de personnes et attire environ 17 millions de visiteurs annuellement. Disney World emploie moins de 70 000 personnes et attire 55 millions de personnes par an. En 2015, juste après que MBS soit devenu ministre de la Défense, le monde a négocié l'accord climatique le plus ambitieux de l'histoire, l'accord de Paris. L'ancien modèle économique saoudien allait éventuellement s'épuiser. C'est ici qu'intervient le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, un plan audacieux visant à développer des sources de revenus alternatives, à stimuler les investissements et à augmenter la part de l'économie générée par le secteur privé. C'est un plan ambitieux, des années de préparation pour changer le pays. La gigantesque entreprise pétrolière d'État, Saudi Aramco, serait partiellement privatisée. Les femmes seraient autorisées à conduire et à s'habiller comme à Dubaï. Des équipes sportives, voire des ligues entières, seraient achetées ou créées de toutes pièces. L'interprétation notoirement stricte de l'islam dans le pays serait modérée. Des mégapoles scintillantes, telles que vous ne les lisez que dans les livres de science-fiction, surgiront du désert. Tout était possible, après tout, l'argent n'était pas un problème et il n'y avait pas d'électeurs exigeant des comptes. Le roi Salman savait que l'inertie était une force puissante. Les dirigeants du pays savaient depuis des décennies qu'ils devaient trouver un avenir au-delà du pétrole, mais ils n'y étaient jamais parvenus avec succès. Maintenant, ils devaient le faire plus rapidement que jamais. Le roi Salman a décidé que le plan audacieux avait besoin d'un leader audacieux. Ainsi, l'annonce de Vision 2030 en avril 2016 a été accompagnée d'une autre annonce, Mohammed Ben Salman serait responsable de sa mise en œuvre. En supervisant Vision 2030, MBS était en charge de la modernisation économique et sociale de son pays. Il accumulait rapidement plus de pouvoir que presque n'importe qui au gouvernement. L'année suivante, il a été nommé prince héritier. MBS avait intensifié le rôle de l'Arabie Saoudite dans 2 guerres civiles et pris le contrôle d'une refonte économique et sociale massive de son pays sans même être le roi en attente. Le roi Salman avait auparavant négligé son fils en faveur de son neveu, Mohammed Ben Nayef, mais le 21 juin 2017, Ben Nayef a été démis de ses fonctions par décret royal. Ce n'était pas exactement un transfert de pouvoir fluide ou volontaire. Le New York Times a rapporté que Ben Nayef avait été retenu contre sa volonté et pressé pendant des heures de renoncer à sa prétention au trône. Pour ajouter l'insulte à l'injure, ses comptes bancaires ont été gelés et il a été placé en résidence surveillée pendant plus d'1 mois. Presque immédiatement, il a formé une alliance avec Mohammed Ben Zayed, le prince héritier des Émirats arabes unis, pour créer une crise diplomatique au Qatar voisin. Une coalition de pays dirigée par l'Arabie Saoudite a rompu les relations diplomatiques avec le petit Émirat, invoquant son soutien au terrorisme, son ingérence dans les affaires internes d'autres pays et le maintien de relations avec l'Iran. Cependant, en matière de financement du terrorisme et d'ingérence dans la politique des autres pays, l'Arabie Saoudite n'était pas innocente. Mais ce n'était pas le point. MBS et Ben Zayed voulaient simplement installer un régime plus docile dans un pays qui devenait de plus en plus un rival pour les investissements étrangers. Mais le nouveau prince héritier ne pouvait pas échapper aux pressions politiques internes. La famille royale étendue était choquée par la vitesse disruptive du changement et consternée par ses mésaventures à l'étranger. La guerre civile au Yémen, que MBS pensait être une victoire rapide qui renforcerait son prestige et celui de l'Arabie Saoudite, s'était transformé en un bourbier et en une catastrophe humanitaire. Le blocus saoudien a directement conduit à une famine dévastatrice. On estime que 50 000 enfants yéménites sont morts de faim.
En 2017, les rebelles houthis étaient toujours dans la capitale yéménite. Ben Salman savait que l'échec au Yémen rendait son emprise sur le pouvoir précaire. Après tout, qu'est-ce qui empêcherait ses rivaux d'être tout aussi agressifs qu'ils l'avaient été? Il devait agir rapidement avant de perdre totalement le pouvoir. Le 24 octobre, en tant que ministre chargé du plan Vision 2030, Mohammed Ben Salman a réuni un groupe de princes, de ministres et d'hommes d'affaires au Ritz-Carlton de Riyad pour l'annonce de Neom, un méga-projet de 500 milliards de dollars comprenant une ville linéaire. Beaucoup sont restés à l'hôtel les jours suivants pour se détendre et réseauter. C'est alors que MBS a fait son mouvement. Appelons cela un bouleversement surprise du samedi soir. La télévision d'État saoudienne a rapporté que 11 princes, 3 ministres en poste et des dizaines d'anciens ministres avaient été détenus. Il a ordonné à la direction de l'hôtel d'arrêter de prendre de nouvelles réservations et de chasser ses invités. En même temps, il a ordonné à l'aéroport de clouer au sol tous les jets privés. Il a ensuite détenu jusqu'à 500 personnes, y compris son rival, le prince muté Ben Abdullah, à l'intérieur du Ritz-Carlton. MBS, en collaboration avec les banques saoudiennes, a confisqué des milliards de dollars d'actifs de leurs comptes. Officiellement, il s'agissait de lutter contre la corruption, mais ce mot perd beaucoup de son sens dans un pays où une seule famille est incroyablement riche et dirige tout. Il s'agissait de pouvoir, qui l'avait et qui ne l'avait pas. La menace était évidente, MBS avait détenu ses rivaux et tout ce qu'il avait fait, c'était de leur faire vider leurs poches. Il aurait pu faire bien pire. Cette purge audacieuse a consolidé son contrôle sur les forces de sécurité saoudiennes, renforçant ainsi son statut de personne la plus puissante d'Arabie saoudite. Mais il n'en avait pas encore fini, loin de là. Bien que MBS ait effectivement écarté ses rivaux politiques, il avait encore des opposants, journalistes, clercs, défenseurs des droits de l'homme et hommes d'affaires, en d'autres termes, des personnes ayant la liberté de s'exprimer. MBS savait qu'il ne cesserait pas de le critiquer simplement parce qu'il le demandait gentiment. Alors, il les fit arrêter lors de vastes rafles. Certains furent relâchés, tandis que d'autres restèrent derrière les barreaux. Les arrestations ne semblaient pas diminuer l'enthousiasme de l'Occident pour MBS. Donald Trump a visité Riyad lors de son premier voyage à l'étranger en tant que président américain. Des articles de presse allant de curieux à flatteurs ont été écrits sur le programme de réforme de MBS. Il a même visité la Silicon Valley où il a rencontré des dirigeants comme Tim Cook et Sundar Pichai. Ce n'était peut-être pas tant de l'enthousiasme qu'un espoir, l'espoir que MBS puisse freiner sa nature plus impulsive, instaurer des réformes internes significatives et aider à réduire les conflits qui balaient le Moyen-Orient. Un critique qui n'a jamais été convaincu était le journaliste Jamal Khashoggi. Dans son travail, il dépeignait une toute autre réalité que celle présentée par MBS et ses partisans. Khashoggi écrivait sur les arrestations, la répression, les exécutions, et la nécessité de réformes. Il le faisait si véhémentement qu'il a fini par craindre pour sa sécurité. Il s'est exilé aux États-Unis où il a commencé à écrire pour le Washington Post, mais quitter l'Arabie Saoudite ne signifiait pas que son journalisme s'arrêtait. Si quelque chose, l'exil de Khashoggi a empiré les problèmes de MBS. Maintenant, le critique le plus en vue du régime écrivait librement dans le plus grand journal politique des États-Unis, rendant difficile pour MBS de courtiser un soutien supplémentaire de Washington. MBS connaissait le point faible de Khashoggi. Ce dernier était sur le point de se marier avec sa fiancée turque. Khashoggi était désespéré de compléter tous les documents nécessaires à l'ambassade de Washington, mais on lui a dit que certains documents ne pouvaient être remplis qu'à Istanbul. Sa première visite au consulat saoudien à Istanbul, qu'il a faite sans préavis fin septembre 2018, fut sans incident. Les responsables de l'ambassade lui ont dit de revenir le 2 octobre. Avant le lever du soleil ce jour-là, un groupe de 15 membres des services de sécurité saoudiens est arrivé de Riyad à bord de 2 jets privés. Les caméras de surveillance ont montré que les hommes sont entrés dans le consulat vers midi. Khashoggi est arrivé 1 heure plus tard, accompagné de sa fiancée. Il est entré dans le consulat, mais n'en est jamais ressorti. Il a fallu du temps pour que la vérité émerge. Pendant 18 jours, les responsables saoudiens ont nié que Khashoggi soit mort dans le consulat, mais le gouvernement turc avait secrètement mis l'endroit sur écoute et disposait de vidéos de ces derniers moments. Dès son entrée dans le consulat,
l'équipe de 15 hommes a torturé et étranglé Khashoggi dans une arrière-salle, a découpé son corps en morceaux à l'aide d'une scie à os et a transporté ses restes à la résidence du consul général, où ils ont été incinérés dans un barbecue. En novembre de l'année suivante, la CIA a conclu que Mohammed Ben Salman avait personnellement ordonné l'opération. Après l'assassinat, plusieurs autres activistes saoudiens exilés ont rapporté que le régime avait tenté de les attirer dans leurs ambassades à travers le monde. Une source anonyme au courant des opérations de renseignement saoudiennes a déclaré que le meurtre faisait partie d'un effort plus large visant à faire taire les critiques du régime saoudien. L'assassinat barbare de Jamal Khashoggi a marqué un tournant majeur pour les relations de l'Arabie saoudite avec le monde. Les dirigeants occidentaux, les diplomates et les journalistes ont réagi avec horreur. Aux États-Unis, l'assassinat a renforcé les doutes que les communautés des affaires étrangères et des droits de l'homme avaient depuis des années sur la valeur précise de l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'Union européenne et ses États membres étaient outrés. L'assassinat de Jamal Khashoggi continue de faire les gros titres et doit continuer, car c'est ce qui va les agacer et être le moustique dans la tente dont ils ne pourront jamais se débarrasser. Le gouvernement saoudien a désespérément tenté de nier les allégations. Plus important encore, ce que le gouvernement saoudien a fait ensuite pour essayer de redorer son image aux yeux de l'Occident. Dans le cadre de la stratégie Vision 2030, le gouvernement saoudien, avec son fonds souverain massif, investit des milliards de dollars pour transformer le monde du sport d'élite. Ils ont acheté une équipe de football de la Premier Ligue anglaise, inventé un circuit de golf rival qui a attiré certains des meilleurs joueurs du monde du PGA Tour, créé un grand prix de Formule 1 en Arabie Saoudite, signé Cristiano Ronaldo comme joueur pour la Ligue professionnelle saoudienne, signé Lionel Messi comme ambassadeur du tourisme et fait une offre de 1,1 milliard de dollars pour Kylian Mbappé. Et ce ne sont que les plus grands succès. Lorsqu'MBS est interrogé sur les raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite dépense tout cet argent dans le sport, il répond que c'est pour augmenter les revenus touristiques, mais cette explication n'a pas vraiment de sens. Comment l'achat d'un club de football du nord-est de l'Angleterre augmente-t-il le tourisme en Arabie Saoudite? Et franchement, même si certaines affaires semblent être de bonnes affaires, elles sont relativement petites par rapport aux standards saoudiens. La vraie raison pour laquelle l'Arabie Saoudite investit dans le sport est que MBS peut l'utiliser pour présenter son royaume comme un endroit moderne et tourné vers l'avenir. Les critiques ont un autre terme pour cela, le sportswashing. Ils disent que c'est un écran de fumée pour cultiver un sentiment positif envers le régime saoudien tout en détournant l'attention des abus en matière de droits de l'homme. Mais les investissements saoudiens sont principalement destinés aux audiences occidentales, car plus près de chez eux, au Moyen-Orient, la réaction à l'assassinat de Khashoggi a été beaucoup plus modérée. Pour la plupart des gens dans la région, l'assassinat n'a rien appris de nouveau sur MBS. Il a simplement souligné le point déjà établi par son intervention au Yémen et en Syrie, ainsi que par sa crise diplomatique fabriquée au Qatar, il était imprudent. Mais il y a deux pays que nous n'avons pas encore vraiment mentionnés. Ils ne sont pas au Moyen-Orient, ni en Occident. Ils se soucient peu des violations des droits de l'homme et ont vu dans l'ascension de MBS une opportunité de gagner leur propre avantage géopolitique. Bien sûr, je parle de la Russie et de la Chine. Commençons par la Russie. Les relations avec l'Arabie Saoudite avaient été tendues pendant des décennies. La Russie se souvenait du soutien saoudien aux Moudjahidines lors de la guerre soviéto-afghane, tandis que l'Arabie Saoudite se méfiait de l'alliance de la Russie avec l'Iran. Les deux pays étaient également opposés dans la guerre civile en Syrie. Mais parfois, des événements individuels révèlent des intérêts communs étroits. Après l'assassinat de Khashoggi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter car la Russie ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. On dit qu'il y a eu un meurtre à Istanbul, mais aucune mesure n'a été prise. Il devrait y avoir une approche unifiée face à de tels problèmes. Son secrétaire de presse a ensuite clarifié qu'il n'y avait aucune raison de ne pas croire la version officielle saoudienne de ce qui s'était passé. Ce n'était pas la première fois que Poutine faisait une faveur diplomatique à MBS. Il s'était abstenu de critiquer l'intervention saoudienne au Yémen. Au-delà de la diplomatie cordiale, les deux dirigeants avaient déjà commencé à travailler ensemble depuis plus de 2 ans. En septembre 2016, ils se sont rencontrés en marge du sommet du G20 en Chine pour discuter de la coopération afin de réduire la production de pétrole et augmenter les prix. Initialement prévu pour la première moitié de 2017,
la coopération a rapidement été prolongée. Tout ne s'est pas toujours déroulé sans accroc, il y a eu une brève guerre du pétrole entre les deux pays en 2020, mais les relations sont depuis revenues à la normale. En 2021, lors d'une exposition d'armement près de Moscou, l'Arabie Saoudite et la Russie ont signé un accord de coopération militaire. Passons à la Chine. La Chine est le plus grand partenaire économique de l'Arabie Saoudite depuis 2014, en tant que principale source de pétrole chinois. Les relations ont atteint un nouveau niveau depuis que MBS est devenu prince héritier. Il a publiquement soutenu les politiques de la Chine au Xinjiang, où plus d'1 million de musulmans ouïghours ont été forcés de se rendre dans des camps de détention et de rééducation sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Peu après, les deux pays ont entamé des discussions pour aligner la stratégie Vision 2030 de l'Arabie Saoudite avec l'initiative chinoise Belt and Road. En conséquence, le commerce entre les deux pays a augmenté de 70% en valeur entre 2017 et 2021. Fin 2022, lors d'une visite d'État de Xi Jinping, la Chine et l'Arabie Saoudite ont annoncé qu'elles élevaient leurs relations au statut de partenariat stratégique global, le plus haut niveau dans le classement formel des relations de la Chine avec d'autres pays. En regardant de plus près, les intérêts mutuels de l'Arabie Saoudite avec la Russie et la Chine commencent à se révéler. La Chine a besoin de beaucoup d'énergie pour alimenter son objectif de dépasser les États-Unis en tant que première puissance mondiale et ne se soucie pas de la provenance du pétrole. La Russie soutient tous les efforts pour augmenter ses revenus par le biais des exportations de pétrole et de gaz, surtout après l'invasion de l'Ukraine. Quant à l'Arabie Saoudite et à Mohammed Ben Salman, il souhaite des échanges commerciaux et des partenariats capables de concrétiser sa vision 2030. Il veut des armes, à la fois pour protéger l'Arabie Saoudite de ses rivaux régionaux et pour équiper ses proxys dans les conflits étrangers. Il veut également être pris au sérieux en tant qu'acteur géopolitique. Le renforcement des relations bilatérales de l'Arabie Saoudite avec la Russie et la Chine est un succès réel. Mais en même temps, ces relations n'ont été rendues possibles que par l'affaiblissement de la relation de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. Trump était beaucoup plus amical envers l'Arabie Saoudite, au point d'en faire sa première visite à l'étranger en tant que président. Plus tard dans sa présidence, il a loué la purge du Ritz-Carlton et a mis en doute l'implication de Mohammed Ben Salman dans l'assassinat de Khashoggi, malgré des preuves contraires de la CIA. Pour l'Arabie Saoudite, avoir Trump comme président signifiait moins de questions gênantes sur les droits de l'homme, plus de ventes d'armes et la fin abrupte de l'accord nucléaire iranien. Cette poursuite délibérée d'intérêts mutuels convenait parfaitement à Mohammed Ben Salman. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, l'Occident le traitait comme un véritable partenaire de négociation et il serait récompensé pour cela. 2 mois avant l'élection de 2020 entre Trump et Biden, une annonce historique allait changer à jamais le paradigme de la politique au Moyen-Orient. Dans la première étape de ce qui allait bientôt être connu sous le nom des accords d'Abraham, Israël et les Émirats arabes unis, dirigés par l'ami de MBS, Mohammed Ben Zayed, ont convenu de normaliser les relations diplomatiques en échange de la suspension par Israël de l'annexion de la Cisjordanie. C'était un grand événement. Les Émirats arabes unis étaient seulement le 3e pays arabe à normaliser les relations avec Israël, après l'Égypte et la Jordanie. 1 mois après cette grande annonce, Bahreïn est devenu le 4e. Les accords d'Abraham ont représenté un changement fondamental dans les alliances politiques du Moyen-Orient. Ils ont reflété 3 choses en particulier. La première était la victoire de l'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Pour des raisons évidentes, les relations entre Israël et les pays arabes ont été historiquement tendues, mais Israël et les pays sunnites avaient un ennemi commun encore plus grand, l'Iran. La normalisation des relations était le premier pas vers la coordination d'une réponse à l'influence iranienne. La deuxième était qu'elle marquait le plus grand pas dans le déclin progressif de la solidarité arabe pour la cause de l'État palestinien. Pour la première fois, des pays arabes ont signé un document reconnaissant l'annexion de facto de la Cisjordanie par Israël. Ils n'ont pas appelé à l'arrêt des colonies, juste à une pause. Le troisième changement dans la région que les accords d'Abraham ont capturé est la réémergence des dirigeants et des politiques nationalistes. Historiquement, et je condense beaucoup ici, le panarabisme ou le nationalisme arabe a été une force idéologique très forte dans la région. C'est l'idée que tous les peuples arabes constituent une seule nation. En 1958, l'Égypte et la Syrie ont même rejoint pour former un nouvel État.
Le nationalisme arabe a gagné en popularité car les États nouvellement formés manquaient souvent d'un mythe fondateur pour unir leur peuple. Parce qu'ils partageaient une religion et avaient les mêmes ennemis, le panarabisme a été une idée puissante. Mais des événements majeurs tels que la défaite de la coalition arabe face à Israël lors de la guerre des 6 jours ont érodé ce consensus. Aujourd'hui, le panarabisme est essentiellement mort ou du moins relégué aux marges. Mais il n'a pas été remplacé par le nationalisme, mais par le sectarisme. Aucun effort, ni de Saddam Hussein ni des États-Unis, n'a pu convaincre la majorité des Irakiens de se considérer comme un seul peuple avec des intérêts communs. Ils n'étaient pas des Irakiens, mais des Irakiens sunnites ou chiites. Considérez le long conflit par procuration entre l'Iran, représentant l'islam chiite, et l'Arabie saoudite, berceau de l'islam sunnite. Mohammed Ben Salman savait parfaitement que le conflit sectaire affaiblissait les pays arabes, d'où son intervention au Yémen et en Syrie. Il savait aussi qu'historiquement, il avait été difficile d'enseigner aux citoyens des nations arabes, particulièrement ceux en minorité dans leur propre pays en raison des travailleurs étrangers, de penser en termes d'intérêts nationaux. Mohammed Ben Salman ne peut pas être faible. Il doit étendre son propre pouvoir et celui de l'Arabie saoudite. Il ne laissera pas les journalistes, les rivaux politiques ou les puissances régionales secondaires se mettre en travers de son chemin. C'est un modernisateur qui veut perturber la politique du Moyen-Orient, mais perturber comment? Moderniser dans quel but? La réponse à ces deux questions est étonnante. Simple, MBS est un nationaliste saoudien qui pense principalement en termes d'intérêts saoudiens. Il n'est pas redevable aux idées du passé comme le panarabisme ou le wahhabisme. Il regarde vers l'avenir, vers 2030 et au-delà, vers un avenir où l'Arabie saoudite est stable, prospère et puissante. En juillet 2022, Joe Biden, qui a battu Donald Trump pour devenir président des États-Unis, a visité le Moyen-Orient. Il a rendu visite au plus proche allié de l'Amérique dans la région, Israël, puis s'est rendu à Riyad pour rencontrer MBS. Cela a surpris ceux qui avaient suivi la campagne électorale de Biden, au cours de laquelle il avait promis de faire payer le régime saoudien pour l'assassinat de Jamal Khashoggi. Je rendrai très clair que nous n'allions plus vendre d'armes à ce régime. Nous allions les faire payer le prix et les rendre en fait les parias qu'ils sont. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le salut par points a été largement perçu comme une reculade de Biden par rapport à sa promesse de campagne, même une déférence aux commentaires de MBS sur le fait qu'il n'était pas personnellement responsable. Il a essentiellement dit qu'il n'était pas personnellement responsable. J'ai indiqué que je pensais qu'il l'était. Qu'est-ce qui a changé? L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix mondiaux du pétrole, rendant les pays réticents à accepter les importations russes. Soudainement, les États-Unis, qui avaient besoin de pétrole pour leurs alliés de l'OTAN, avaient besoin que l'Arabie saoudite joue le jeu. Pour MBS et l'Arabie saoudite, le salut par points était richement symbolique. Le président américain, de 50 ans plus âgé que le prince héritier, a voyagé à Riyad, pratiquement la main tendue. C'était humiliant pour Biden et profondément satisfaisant pour MBS. Ne vous méprenez pas, l'Arabie saoudite a toujours besoin des États-Unis. Mais des événements comme le salut par points ou le fait que MBS a snobé le secrétaire d'État Anthony Blinken, comme il l'a fait lorsque Blinken a tenté de persuader MBS de condamner les attaques terroristes de Hamas en Israël, montrent que la dynamique de pouvoir de la relation change rapidement de manière inimaginable il y a encore une décennie. Une partie de la raison est la relation de plus en plus étroite de l'Arabie saoudite avec la Russie et la Chine. Aucun de ces pays ne peut offrir au royaume les mêmes garanties de sécurité contre, par exemple, une bombe nucléaire iranienne, mais ils peuvent aider l'Arabie saoudite à atteindre l'imprévu avec une diplomatie créative. En avril de cette année, les ministres des Affaires étrangères saoudiens et iraniens ont annoncé des plans pour rétablir les relations diplomatiques, qui avaient été rompues après l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Comme si cela n'était pas assez surprenant, ils ont fait cette annonce à Pékin. L'accord a été négocié par la Chine. Tout à coup, l'impossible semblait possible au Moyen-Orient. Dans sa première interview en anglais avec Fox News, Mohammed bin Salman a indiqué que l'Arabie saoudite et Israël étaient sur le point de normaliser leurs relations diplomatiques. Chaque jour, nous nous rapprochons. Il semble que pour la première fois, nous verrons comment cela se passe. L'Arabie saoudite ne sera pas le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, mais elle pourrait facilement être la plus significative.
Pourquoi MBS, l'architecte de la guerre désastreuse au Yémen, l'homme qui a fabriqué une crise diplomatique au Qatar, semble-t-il si déterminé à stabiliser les relations avec les principaux adversaires de son pays? La réponse est que, pour MBS, le chaos de ses premiers jours était une échelle pour arriver là où il voulait. Il a utilisé les interventions dans les guerres étrangères pour établir ses propres références politiques, puis a purgé ses rivaux pour le trône. Maintenant que son pouvoir à la maison est incontesté et que ses relations avec la Chine et la Russie se renforcent, il est libre de tourner son attention vers son véritable objectif, transformer l'Arabie Saoudite en ce qu'il veut. Début octobre 2023, l'instance dirigeante du football, la FIFA, a annoncé que la Coupe du Monde 2030 serait partagée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec des matchs supplémentaires joués en Amérique du Sud. Le même jour, elle a publié des directives pour les candidatures à la Coupe du Monde 2034, limitées aux régions d'Asie et d'Océanie. L'Arabie Saoudite a soumis sa candidature quelques minutes après l'ouverture du processus. Voir la Coupe du Monde de football sur le sol national en 2034, devant nos fans en Arabie Saoudite, sera incroyable. Et à moins que le roi Salman ne parvienne miraculeusement à se maintenir en bonne santé et au pouvoir jusqu'en 2034, ce sera probablement son neveu, Mohammed bin Salman, qui supervisera le tournoi en tant que roi. On se demande à quel point l'Arabie Saoudite sera différente d'ici là. Combien de méga-projets prévus seront achevés? Comment l'économie sera-t-elle diversifiée? Quel sera le degré de liberté de son peuple? Le pays sera-t-il une force de stabilisation ou de destruction dans la région? Qui seront ses principaux alliés? De plus en plus, les réponses à ces questions seront décidées par un seul homme, Mohammed bin Salman. Son règne rappelle que lorsqu'on parle de l'ordre mondial en mutation, ce changement est souvent conduit par des individus dotés d'une vision et d'une soif insatiable de pouvoir.